Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour à vous à la maison. Bonjour Maurice. Salut. Ça va bien? Ah, de mieux en mieux. Bien, excellent ça! Alors pour cette 15e émission, parce qu'on est rendu à 15, vous en apprendrez davantage sur le Centre d'aide aux proches aidants des Basques. En première partie, M. Guillaume Côté-Philibert, qui est le directeur général, va dresser un portrait de la proche aidance dans les Basques. Et en deuxième partie, ce sera Mme Sylvie Gagné qui témoignera de son expérience de proche aidante auprès de son voisinage. En troisième partie, Mme France Dorion, qui est agente de relations humaines au CAPAB, va déconstruire certains préjugés que nous avons parfois à l'égard du rôle des proches aidants. Enfin, c'est Mme Jessica Lachanche, agente de développement, qui a réalisé de belles entrevues auprès de ces personnes. Alors, voici le moment de vous présenter M. Guillaume Côté-Philibert, le directeur général du CAPAB. M. Philibert présentera la mission et les services du CAPAB, ainsi que la clientèle visée par son organisme. Il vous dévoilera sa vision de l'avenir et pourquoi c'est si important de soutenir les proches aidants. Merci Guillaume d'être avec nous aujourd'hui. J'aurais la curiosité en fait de savoir un peu comment est né le CAPAB, le Centre d'aide aux proches aidants des Basques pour qui on travaille, puis quelle est sa mission? Oui, le CAPAB est né au printemps 2011, mais il faut dire que ça faisait 2 ans que des proches aidantes travaillaient très fort pour créer un organisme qui soutiendrait les proches aidants parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas vraiment de service pour les personnes proches aidantes. Donc, après 2 ans de travail, au printemps 2011, le CAPAB est né et au fil des dernières années, il y a des nouveaux services qui se sont ajoutés à la plateforme de services, mais c'était vraiment, ça émerge du milieu, le CAPAB, pour répondre à un besoin du milieu. Donc, ça fait maintenant bientôt 12 ans là, que le CAPAB existe. Bientôt 12 ans, puis toi, à travers ça, ça fait 10 ans, si je ne me trompe pas, que tu es directeur de l'organisme. Et après toutes ces années, qu'est-ce qui te garde motivé? Quels sont les principaux défis que tu as dû relever pendant tout ce temps? Bien, c'est sûr qu'il a fallu faire nos preuves, il a fallu être reconnu par le CIS Bas-Saint-Laurent. Maintenant, c'est fait, on a du financement à la mission. C'est un peu de voir toute la progression puis tous les bons coups qu'on a eus, d'être maintenant reconnu à notre juste valeur, d'avoir un budget un peu plus intéressant pour opérer. Et c'est de voir aussi tout l'intérêt des personnes proches aidantes qui se greffent au conseil d'administration, qui participent à des projets collectifs. C'est de voir qu'on fait vraiment une différence. Là. Puis on a des commentaires des gens qui nous reviennent en disant « Wow, votre service de répit à domicile, c'est génial. » Fait que d'avoir un retour des gens, c'est un peu ça notre paye qui nous pousse à continuer, là, même après 10 ans. Puis tu mentionnes là, le répit à domicile, donc j'imagine que ça fait partie un peu de l'offre de services du CAPAB. Quels sont les autres services offerts, puis à qui est-ce que ces services s'adressent finalement, puis est-ce que c'est gratuit d'ailleurs? Oui, on a vraiment une belle plateforme de services diversifiés. Ça passe de l'information à des groupes d'entraide, en passant par des formations qu'on organise pour outiller les personnes proches aidantes. On a également un service de répit à domicile qui est très apprécié. Donc, on a 5 préposés qui vont à domicile prendre le relais pendant que le proche aidant sort. Bientôt, au printemps prochain, on est très fiers d'ouvrir un centre de jour communautaire. Donc, ça, c'est un endroit où les personnes aidées vont pouvoir venir de 10h à 15h avec un dîner fourni, faire des activités stimulantes pour donner une pause à leurs proches aidants, proches aidantes à domicile. Donc, on a vraiment une plateforme diversifiée. Les gens peuvent nous appeler pour savoir plus en détail qu'est-ce que les services qu'on a à offrir.
Et les groupes d'entraide sont un peu méconnus, mais quand les gens viennent et parlent avec d'autres proches aidants, proches aidantes, ça leur fait vraiment du bien, puis c'est quelque chose qui est très apprécié, que les gens n'osent pas au début, mais j'aimerais le mentionner, là, que les groupes d'entraide, c'est très, très enrichissant pour les proches aidants. Bon, ben merci, ça fait effectivement un bel éventail de services. Puis, dans le fond, au-delà de cette prestation de service, est-ce que le CAPAB joue un rôle particulier dans la communauté? Oui, le CAPAB, c'est beaucoup plus que seulement des services, c'est aussi des projets collectifs, parce que les personnes proches aidantes ont une foule de compétences, de talents qui veulent donner pour la cause. Fait qu'on fait des choses originales, comme récemment, on a publié un recueil de poésie qui a été tous des textes, des poèmes écrits par les personnes proches aidantes. C'est vraiment un recueil professionnel. On s'est fait accompagner par une ressource dans le domaine. Donc, on a un recueil de poésie maintenant qui peut aider à sensibiliser d'autres personnes proches aidantes à demander de l'aide. Et c'est un moyen d'autofinancement qu'on a. Donc, c'est un beau projet collectif qu'on a fait. Et à l'automne dernier, on a fait la Grande Marche de la proche aidance. C'était une première au Québec. Donc, on a fait une marche pour vraiment mettre en lumière la cause de la proche aidance parce que c'est un enjeu social très important. Et donc, on était plus de 150 là, à marcher dans les rues de Trois-Pistoles pour la proche aidance. Et on se promet une deuxième édition à l'automne 2023. Okay. Donc, plus de 150 personnes présentes pendant cette marche, mais à combien de personnes on pourrait estimer le nombre de personnes proches aidantes dans les Basques? Dans les Basques, il y a environ 1700 personnes proches aidantes à différents degrés d'intensité. Donc, c'est beaucoup, mais on a un organisme justement dédié à ça. Et on dit aux gens de ne pas hésiter à nous appeler pour prendre de l'information, voir c'est quoi les services qu'on a. Et si on n'est pas capable de répondre aux besoins, on peut référer vers nos partenaires du communautaire, vers le réseau de la santé. On est habitué de le faire. Donc, 1700 personnes et nous, on en soutient directement environ 200 chaque année par du répit à domicile, par des groupes d'entraide, par notre bulletin d'information. Et on veut augmenter ce nombre-là, 200, 300, 400. On aimerait soutenir de plus en plus de personnes proches aidantes. D'accord, parfait. Puis je me demandais aussi, en fait, à l'échelle de la société ou juste à l'échelle de la communauté des Basques ici, pourquoi est-ce que c'est aussi important d'apporter un soutien aux personnes proches aidantes? Quel rôle majeur elles jouent dans la société et pourquoi elles ont besoin d'aide finalement? Oui, bien, parce que tous les gouvernements, un après l'autre, parlent de maintien à domicile, que les gens veulent demeurer dans leur maison le plus longtemps possible. C'est un fait, mais il n'y a pas de maintien à domicile sans proche aidant. Présentement, 80 des soins aux personnes aidées sont donnés par les personnes proches aidantes. Le 20 qui reste, c'est dans le réseau de la santé, c'est les médecins, c'est les groupes communautaires comme nous, mais 80 des soins sont offerts par les proches aidants. Donc, pour avoir un maintien à domicile, il faut prendre soin des personnes proches aidantes, il faut les reconnaître, il faut reconnaître leur dignité puis leur donner des services adéquats. Merci. Puis j'imagine dans un contexte où la population est quand même vieillissante dans la société en général, un organisme comme le CAPAB va être de plus en plus important à l'avenir. Mais quelle est toi ta vision de l'avenir du CAPAB dans 10 ans? Comment est-ce que tu vois les choses? Oui, bien comme tu l'as dit, on vit le vieillissement avant d'autres régions du Québec, mais on développe des solutions aussi avant les autres régions. Donc, le CAPAB, je pense, c'est un bel exemple de quelque chose d'original, de novateur qui a été créé pour les personnes proches aidantes. Notre répit à domicile qui est atypique, qu'on peut offrir du répit le soir, la fin de semaine, ça aussi, c'est quelque chose d'innovant pour vraiment soutenir adéquatement les proches aidants. Donc, dans 10 ans, je vois la MRC des Basques, comme elle est actuellement, en fait, solidaire, avec un bon tissu social. Je pense qu'on va avoir levé la barre encore un peu plus haut pour justement avoir un tissu social intéressant pour les personnes proches aidantes, mais aussi pour tous les autres enjeux sociaux du milieu. Là. On est réputé pour être solidaire dans les Basques, fait que je pense que ça va continuer. Tout à fait. Excellent. Ben, merci beaucoup, Guillaume. Ça a été très éclairant pour moi. J'en ai appris beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci, Guillaume, pour ton excellent travail de développement auprès de cet organisme indispensable pour notre population des Basques. Bonne continuation, Guillaume. Voici le moment de vous présenter Mme Sylvie Gagné de Trois-Pistoles, qui a accepté de partager avec nous sa rencontre avec sa voisine, qui l'a amenée une proche aidante de façon naturelle, mais par choix aussi et désir d'aider son prochain.
Bonjour Sylvie, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Alors, on a pensé à vous inviter aujourd'hui, premièrement parce que ça fait 3 ans que vous êtes résidente de Trois-Pistoles, et surtout parce que vous êtes une personne proche aidante, mais une personne proche aidante pas comme les autres. C'est-à-dire que vous aidez au quotidien vos voisins et en particulier une de vos voisines, alors qu'habituellement, on a l'impression que la proche aidance, ça reste plutôt dans un milieu familial. Mais vous êtes la preuve que c'est possible d'être une personne proche aidante, de poser des gestes de solidarité envers des personnes au quotidien qui ne font pas nécessairement partie de notre famille. Alors, merci de témoigner de cette belle histoire aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter comment est-ce que vous avez rencontré votre voisine, justement? Comment est-ce que le premier contact a eu lieu? Il y a 3 ans, j'étais à la recherche d'une maison pour acheter ici, dans le coin. Puis j'avais déjà profité des services du Capab, d'ailleurs, à ce moment-là, parce que je restais avec une personne âgée qui faisait de l'Alzheimer. Puis quand je suis arrivée pour visiter la maison, j'ai vu ma voisine qui était une personne âgée avec une pelle. C'était au mois d'avril, il y avait eu une tempête de neige. Puis elle était en train de travailler un peu sur son stationnement, là, puis je trouvais qu'elle avait l'air un petit peu âgée pour s'amuser comme ça, là. Ça fait que là, je lui ai parlé, je lui ai dit bonjour. Elle a dit « Ah, c'est vous peut-être qui achetez la maison à côté? » J'ai dit « Oui. » Ça fait que c'est comme ça que le premier contact s'est fait, là. Puis par la suite, en prenant une marche, je passe devant sa maison, puis je la vois, elle a une petite table dehors au soleil là, pour les journées d'été, puis elle est en train de jouer à quelque chose. Ça fait que là, je l'ai approchée, j'ai dit « Vous jouez au Scrabble tout seul? » Elle dit « Ben oui, j'ai personne pour jouer. » Ça fait que je lui ai dit « Ben moi, j'adore ça. » Jouer au Scrabble. Ça fait que là, on a commencé à faire des petites parties, une après-midi, 2 après-midi par semaine. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à jaser, puis que je l'ai connue vraiment. Puis des fois, elle me parlait de quelque chose, puis je disais, ben là, moi, je peux l'aider à faire ça. Elle n'a pas besoin d'appeler un professionnel pour changer des plaintes électriques chez eux. Je suis capable de faire ça. Ça fait que c'est comme ça que j'ai commencé à lui rendre un petit peu des services. Puis on est restés très bonnes amies avec le temps. Puis là, on se sépare la bouffe. Là, la bouffe est rendue chère, puis c'est toujours des grosses portions. Ça fait que là, on dit « Ah, on peut peut-être se faire un petit lunch avec telle affaire cette semaine. » Ça fait qu'on achète ça, on sépare ça en 2, puis on réussit à faire le tour avec ça, là. Par toutes sortes de bonnes stratégies. Oui, c'est ça. Puis quand j'ai acheté, c'était au début de la COVID. Ça fait que c'était un 15 avril, je m'en souviens très bien. On était supposés de passer chez le notaire, mon frère et moi. Puis il a fallu faire ça par vidéoconférence parce que c'était fermé à la Pocatière, puis lui, il est à Québec. Ça fait que vu que moi, j'étais pour 3 ans toute seule dans la maison en attendant qu'il prenne sa retraite, ça m'a permis d'avoir plus de contact avec Mme Belzile, de cultiver ça avec le temps, là. D'accord. Okay. Ah oui, bah oui, ça a commencé pendant la pandémie, effectivement. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, je me demandais aussi, bah là, avec votre premier témoignage, on se rend compte que vous avez, dès le début, été très, très attentive. Et dans le fond, quelles sont un peu les principales difficultés que vous avez pu observer, les principales difficultés vécues par votre voisine finalement, ou ça peut être d'autres personnes de votre entourage, pour quels sont les différents aspects de leur quotidien finalement pour lesquels ils ont besoin d'aide? Bien, Mme Belzile n'a pas de voiture, elle n'a jamais conduit de sa vie, là. Ça fait que déjà, en partant pour aller faire des petites commissions, c'était utile que moi, je lui offre quand je montais au centre d'achat, s'il y avait des petites commissions. Puis à un bon moment donné, elle s'est blessée, elle est tombée, puis elle s'est cassé un poignet. Il a fallu aller à l'hôpital, ils l'ont opérée d'urgence. C'est toutes des petites affaires comme ça. Là, je lui donnais un petit coup de main, mais elle avait quand même un petit coup de main de logis à aide pour venir faire un petit peu de ménage à la maison parce que là, elle était dans le plâtre. Elle pouvait pas, il y a beaucoup de choses qu'elle ne pouvait pas faire, puis je lui donnais quand même un petit coup de main.
Mais il faut être attentif. La première chose que j'ai réalisée chez Mme Belzile, c'est que c'était une personne qui avait beaucoup de contact avec ses sœurs. Puis à chaque année, il faisait comme 2 voyages, les sœurs ensemble, là. Puis là, avec la pandémie, là, ça la dérangeait beaucoup. Elle souffrait beaucoup de ça, elle se trouvait isolée, puis elle ne faisait pas d'Internet. Ça fait que je lui ai proposé d'y magasiner un petit iPad. J'ai dit, vous pourriez faire des FaceTime? Tu sais, ouais, mais elle dit, je connais rien là-dedans. J'ai dit, je vais vous le montrer. Ça fait que je lui ai trouvé un bon petit iPad reconditionné, puis je lui ai montré à faire des FaceTime. Au début, on faisait des FaceTime de sa maison à ma maison. Puis après ça, bien, on a communiqué avec ses sœurs, puis ils ont commencé à faire ça. Maintenant, ils font ça régulièrement, là, à chaque semaine. Ça fait que ça l'a aidé beaucoup à sortir de son isolement, parce que c'est ça, elle sortait beaucoup. Elle aime ça, elle, les fêtes, les parties. Elle a un de ses enfants qui joue de la musique, là, puis à chaque fois qu'il joue de la musique à quelque part, puis ses petits-enfants, ils viennent la chercher, puis elle adore ça, là, tu sais. Puis c'est pour ça qu'elle, la pandémie, elle a trouvé ça très, très dur. Mais elle a réussi à passer à travers, c'est le fun. Ben oui, comme quoi, en plus, c'est jamais trop tard pour apprendre, justement, à découvrir de nouvelles technologies. Ça prend juste de l'aide, finalement. Ça prend juste de l'aide. Puis elle, ses besoins n'étaient pas si intenses que ça. Elle n'avait pas besoin de faire des documents Word puis Excel, là. Elle voulait juste parler à sa famille. Ça fait que ça a été un bon coup. Super. Puis aussi, je me demande, de manière générale, quelles sont, selon vous, les principales qualités à cultiver quand on a une personne proche aidante, finalement? Parce que tantôt, je mentionnais une de vos qualités qui est d'être attentive, mais est-ce qu'il y a d'autres qualités à avoir? Oui, il ne faut pas trop être insistant non plus. Tu sais, il faut proposer, puis on voit si la personne n'est pas intéressée. On n'insiste pas, là. Des personnes âgées, il ne faut pas tout astiner avec eux autres, là. Ma mère, elle en a déjà gardé, elle a déjà été famille d'accueil pour des personnes âgées, puis il y a des choses qui étaient interdites à parler, puis c'était la politique et la religion, là. C'était des sujets pour s'astiner. Ça fait qu'il y a des choses qu'on n'aborde pas, puis on n'insiste pas quand c'est clair, là, la première fois, là. Si jamais ils ont à revenir sur ce sujet-là, c'est eux qui vont en parler, là. J'imagine que ça prend peut-être de la patience aussi parfois. Ah oui, ça, de la patience, ça en prend beaucoup, là. Vous en avez? Ah oui, j'en ai en masse, c'est pas un problème. Excellent. Puis peut-être une dernière question dans ce même ordre d'idées. Quelle est, selon vous, un peu l'importance des organismes communautaires dans le milieu? Parce que tantôt, vous avez mentionné l'OJIED, ici on a donc le CAPAB, mais à quel point est-ce que les organismes font une différence aussi pour aider ces personnes-là? Bien, moi, pour avoir profité justement, comme je disais au début de l'entrevue, des services du CAPAB, parce que j'habitais avec une personne âgée qui faisait de l'Alzheimer, j'ai vu l'importance que c'était pour une personne proche aidante de sortir de la maison, d'avoir accès à du temps de qualité pour aller ailleurs, puis de ne pas être inquiet, là, tu sais. Ça fait que le CAPAB offrait ça, du répit, une couple de fois par semaine. Puis ça m'a permis aussi de découvrir les autres organismes communautaires, puis les autres services qu'il y a. Ce qui m'a surpris le plus, c'est que il y en a des services à Trois-Pistoles, c'est vraiment incroyable. C'est surprenant quand tu regardes tout ce qui est offert, là, tu te dis, Seigneur, tout le monde peut vivre chez eux, là. Mais oui, par rapport au nombre à la population qu'il y a, proportionnellement, il y a beaucoup de services par rapport au nombre de personnes. Là. Vraiment. On est choyés ici. On est vraiment choyés. Puis, c'est tous des services qui sont facilement accessibles ou qui sont gratuits ou très peu coûteux. Pour l'OJIED, c'est selon le revenu de la personne âgée. Ça fait que ça m'a permis aussi d'en parler à d'autres personnes qui vivent tout seules chez eux pour avoir des services comme ça, là. Comme Mme Belzile n'a pas de voiture, si moi je ne suis pas là, je lui ai appris qu'il y a un service aussi qui fait ça, d'aller reconduire les gens à l'épicerie, puis pour les rendez-vous médicaux, ces choses-là. Là. Ça fait qu'elle était très contente de savoir ça. Mais ça serait quand même intéressant d'avoir
une liste vraiment là, de tous ces services-là, avec les numéros de téléphone. C'est beau de dire les sites web, mais la plupart des personnes, ils ne vont pas là, sur les sites web. Mais avec les numéros de téléphone, toutes les personnes âgées que j'ai rencontrées, ils ont toute une ligne dure chez eux. Ce n'est pas des cellulaires, là. Ça fait que... Il me semble qu'il y a le catalogue Le Maillon des Basques, peut-être, qui référence un peu tous les organismes, mais on pourrait effectivement essayer d'encourager plus de diffusion oui, puis en format papier aussi. Oui, c'est ça. Alors, comme je disais à Guillaume au début de l'entrevue, c'est important d'aller les chercher où sont les personnes âgées, chez eux, d'aller les atteindre chez eux pour parler avec eux, puis voir c'est quoi leurs besoins, aller faire une sorte de recensement. C'est comme ça que vous allez pouvoir mieux cibler les services, puis qu'il va y avoir encore plus de personnes qui vont les utiliser. Mm-hmm. Puis ce que j'apprécie beaucoup aussi de votre témoignage, Sylvie, c'est qu'on comprend qu'être une personne proche aidante, bien sûr, ça veut dire aider directement les personnes, mais ça peut aussi être de donner des références, justement, de remarquer que notre voisin, notre voisine a besoin d'aide et de lui dire, savez-vous qu'il y a tel organisme qui peut vous aider, etc. C'est pas nécessairement de prendre la charge et la responsabilité de faire toute l'aide nécessaire, finalement, comme des organismes sont là pour aussi appuyer. Donc, oui, c'est ça. Écoutez, merci beaucoup vraiment pour ce témoignage. Bienvenue. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci, Madame Gagné, pour votre témoignage inspirant qui nous invite tous à se questionner sur ce que l'on pourrait faire pour aider une personne proche de nous. Bravo pour votre grande générosité et bonne santé à vous deux. Dans cette troisième partie, c'est au tour de Mme France Dorion, agente de relations humaines au CAPAB, de nous communiquer certaines informations. Mme Dorion nous aidera à reconnaître davantage qui sont les proches aidants et quelles sont les circonstances qui peuvent nous amener à jouer ce rôle. Allô France, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est bon. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va déconstruire quelques préjugés qu'on peut avoir autour de la proche aidance, c'est-à-dire des idées reçues qu'on se fait de ce que c'est qu'être une personne proche aidante. Puis, dans le fond, toi, tu vas pouvoir nous démontrer que ce sont des idées qui sont généralement fausses. Donc, la première, pour commencer, c'est est-ce que quand on est une personne proche aidante, ça signifie qu'on aide un membre de notre famille? Absolument pas. On peut être un proche aidant auprès de n'importe qui. Souvent, il va y avoir un lien émotif, que je pourrais dire, ou affectif, mais ça peut très bien être un voisin, un ami, un beau-frère, une belle-sœur. On n'a pas besoin de vivre avec, puis ça n'a pas besoin d'être un membre de la famille. C'est tout simplement quelqu'un qu'on a à cœur d'aider. Merci. Puis, est-ce que quand on est une personne proche aidante, ça sous-entend qu'on accompagne une personne qui est en fin de vie? Souvent, c'est quand même ce genre de situation-là qu'on voit, mais est-ce que ça peut être autre chose aussi? Oui, certainement. Puis c'est souvent autre chose. C'est souvent... c'est pas un sprint à être proche aidant, c'est souvent un marathon. Souvent, c'est sur une longue période. On peut penser, par exemple, à un enfant qui naît avec une différence, un handicap important où il ne va pas développer une autonomie comme un autre enfant. Bien, à ce moment-là, les parents deviennent aussi des proches aidants. Ils ne sont pas seulement parents parce que le soutien qu'ils vont offrir à leur enfant va bien au-delà de ce qu'un parent offre à son enfant en général. Ça peut être à la suite d'un accident, des séquelles permanentes, ça peut être une maladie grave. Mais la fin de vie, c'est une étape dans la proche aidance, mais il y a tout un cheminement qui se fait avant. Puis heureusement, des fois, il y a des guérisons. Des fois la proche aidance, c'est accompagner quelqu'un pendant la maladie, mais on peut aussi vivre la réussite des traitements et tout ça. Ça peut devenir tout autre chose par la suite, mais il n'y a pas un temps déterminé, puis il n'y a pas un contexte déterminé non plus. D'accord, c'est très large. Puis, en général, on a aussi l'idée que quand on est une personne proche aidante, ça nous prend beaucoup de temps, que c'est vraiment de consacrer quasiment
un temps plein à aider une autre personne. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Ben, les petits gestes comptent. On dit souvent ça. En fait, être un proche aidant, ça peut être aider son ami ou son voisin une fois par semaine pour faire des courses, ou ça peut être amener occasionnellement son proche à son rendez-vous médical parce qu'il n'est pas à l'aise d'y aller seul ou qu'il n'est pas en mesure d'y aller seul. Mais le temps n'est pas compté. Parfait. Puis une dernière idée reçue qu'on a, souvent, c'est qu'on a l'impression qu'être une personne proche aidante, c'est comme une vocation. C'est quelque chose qui nous vient naturellement. Et surtout quand on est, par exemple, à la retraite et qu'on a finalement du plaisir à aider les personnes qu'on aime, bien sûr, puis c'est vrai. Mais à quel point est-ce que c'est vrai que c'est une vocation? Ben, à peu près n'importe qui peut être appelé au cours de sa vie à devenir un proche aidant. Vocation de vie, je ne sais pas. Il y en a pour qui ça peut être plus facile que d'autres, mais de toute évidence, c'est pas un parcours qui est juste facile ou qui est juste agréable. La proche aidance, ça peut nécessiter beaucoup d'investissement en temps, mais beaucoup d'investissement au niveau émotif aussi. J'ai envie de dire, c'est pour ça que c'est important de soutenir les proches aidants. C'est pour ça qu'il y a des services, mais il y a des gens pour qui c'est remettre complètement en question leur projet de retraite, de devenir proche aidant. Même si on peut penser que c'est facile, c'est le bon moment, cette personne-là est à la retraite, elle peut le faire, bien, elle change ses plans de vie complètement parfois pour être une personne proche aidante. Fait que non, c'est pas si facile ou c'est pas si naturel. Ça doit demeurer un choix d'être proche aidant, même si parfois les gens ont l'impression que c'est un peu imposé ou le contexte là, du milieu de la santé puis des services qu'on a peut amener un peu cette idée-là que c'est imposé, mais idéalement, ça doit demeurer un choix. Et pour ça, c'est important d'aller chercher du soutien pour justement mesurer, garder un équilibre dans qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je me garde pour moi là, dans le temps et l'énergie que j'investis. Parfait. Écoute, merci beaucoup, France. J'ai l'impression qu'avec tout ça, on comprend bien à quel point est-ce que c'est un spectre assez large, la proche aidance, et qu'il y a beaucoup plus de personnes proche aidantes autour de nous qu'on le pense, ou que nous-mêmes, on peut être une personne proche aidante sans nécessairement en avoir conscience. Donc, merci beaucoup. Oui, bien, puis j'ai envie d'ajouter, Jessica, que proche aidant, des fois, c'est à distance. Puis on l'a vu beaucoup pendant la pandémie, d'offrir de l'aide à distance, mais parfois, les gens, ils n'habitent pas ensemble, puis ils ne sont pas dans la même ville, puis ils offrent du soutien à distance. Ça, parfois, on n'a pas conscience qu'on est un proche aidant. Puis, en plus, à la base, les proches aidants, c'est des gens qui aident. Donc, ce n'est pas des gens qui vont naturellement ou facilement demander de l'aide. Fait que ça nécessite peut-être encore plus d'être à l'affût, d'être à l'écoute par rapport à ce qui peut se pointer comme besoin chez les proches aidants. Excellent. Merci beaucoup. Merci, Madame Dorion, pour votre participation à cette émission. Vos explications vont sûrement aider plusieurs personnes à se reconnaître à titre de proche aidant. Et merci, Jessica, pour ces entrevues réalisées d'une main de maître. Tu as un talent de communicatrice. Bravo! En espérant que vous avez apprécié cette 15e émission de l'Envol. Dans la prochaine émission, vous entendrez parler de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale dans le Bas-Saint-Laurent. Dans la première partie, vous recevrez différentes informations concernant cette démarche, comme en quoi consiste l'Alliance au niveau régional, quelles sont les étapes réalisées pour implanter ce programme dans les Basques, quel est le travail d'accompagnement effectué auprès des citoyens et des citoyennes. Aussi, on vous transmettra certains résultats de recherche effectués auprès des citoyens de notre région. Et une personne bien impliquée dans un chantier de l'Alliance nous partagera son expérience. Et en deuxième partie, plusieurs personnes viendront vous parler des projets qui ont pu être réalisés dans notre MRC des Basques grâce au financement de l'Alliance. Savais-tu, Amélie, que notre émission L'Envol fait partie de ces projets?
Oui, je savais. Puis il y a beaucoup d'autres projets aussi là, qui ont profité de ce financement-là. C'est de belles opportunités pour le développement de notre région. On va pouvoir en savoir plus à la prochaine émission. Alors, merci à vous d'avoir été à l'écoute. Au revoir et à bientôt. Salut Amélie. Salut Maurice, à la prochaine. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.